Salut salut, bienvenue pour un nouvel update lecture et on va encore parler de mes lectures de février et je suis loin, très loin d'avoir fini de vous parler de mes lectures de février. Moi, à l'heure où je tourne cette vidéo, il reste encore une semaine en février. À l'heure où elle sort, février est fini depuis un petit moment déjà, mais vous allez encore avoir pas mal d'updates avec les lectures de février. Je sais pas quel sera mon rythme de lecture au mois de mars, mais si je continue comme ça, va falloir que je trouve un autre système pour publier plus d'updates parce que je vais pas m'en sortir en fait. Hein. Voilà, bref, on y va, comme d'habitude, 4 livres dans cette update. Le premier c'est Zouk de Pierre Bottero, je sais pas si vous voyez grand chose, et je l'ai abandonné à la page 29. J'aime beaucoup Pierre Bottero en termes de littérature jeunesse. Vraiment, le garçon qui voulait courir vite, c'est le seul titre qui me vient là, mais j'en ai lu d'autres de lui comme ça, en jeunesse, vraiment, et j'avais adoré. Il y avait un truc sur l'amitié aussi, un autre sur l'amitié que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu un peu de mal avec Ewilan, mais en fait, Ewilan c'est de la fantastique, je sais pas trop, mais en contemporain jeunesse, j'adore Pierre Bottero. Et en fait, là, pour moi, le souci, c'est que les personnages ont 17 ans, 16-17 ans. Donc elles sont clairement ados, on n'est même pas en pré-ado, là vraiment on est avec des ados. Et je sais pas si c'est parce que j'ai déjà lu de la jeunesse écrite par Pierre Bottero, ou si c'est juste moi, mais les personnages se comportent pas comme des ados. C'est écrit comme de la jeunesse. Les personnages sont construits comme des personnages qui ont 9-10 ans, tu vois. Alors qu'elles ont 16-17 ans, tu vois. La différence est énorme. Et je sais pas, la manière dont elles se comportent, la manière dont elles parlent l'une avec l'autre, enfin, c'est pas comme ça que je sais pas, moi ça m'a dérangé, en fait j'avais pas l'impression d'être avec des ados, mais elles sont au lycée. Donc en fait ça marche pas, tu vois, c'est pas possible. Enfin, ce décalage, vraiment ça m'a posé problème. En gros, on suit Zouk et sa meilleure amie. On va parler au global de TCA, je dirais, je sais pas trop dans quel je sais pas trop ce que ça va être comme type de TCA, j'ai pas été assez loin dans le bouquin, mais je sais que c'est ça le thème du livre. Et en gros, on a Zouk. Alors, bizarrement, c'est l'ado dans toute sa splendeur, mais elle s'exprime comme une gamine de 10 ans. Hein. En plus, on est dans sa tête à elle, et vraiment, toutes ses réflexions, la manière dont elle réfléchit, dont elle construit sa pensée et tout, t'as pas l'impression qu'elle a 16 ou 17 ans. Enfin, je suis désolée, mais moi, ça m'a pas paru cohérent. Bref, c'est l'ado dans toute sa splendeur, elle est pas bien dans sa peau, elle se pose des questions, elle trouve tout, elle trouve que tous les autres sont mieux qu'elle, et surtout sa meilleure amie, et ça m'a gonflé aussi, c'est-à-dire qu'on est dans la tête d'une ado qui ne s'aime pas, ok très bien, c'est le cas de la majorité des ados, pas de souci, et elle idolâtre sa meilleure amie. Sa meilleure amie est parfaite, selon elle, on n'est que dans sa tête à elle, donc en fait on n'a pas d'autres points de vue. Sa meilleure amie est belle, sa meilleure amie a les formes qu'il faut, sa meilleure amie est intelligente, sa meilleure amie est drôle, enfin, bref, sa meilleure amie est parfaite, et elle est à chier. J'ai un peu de mal déjà à être dans la tête de personnages comme ça, qui s'auto-flagellent à longueur de journée. Moi, j'y arrive pas en fait. J'arrive pas à être dans la tête des gens comme ça. C'est comme ça. Et sa meilleure amie, donc elles font de la danse toutes les deux, Zouk et sa meilleure amie. Zouk fait, d'après ce que j'ai compris, plusieurs types de danse. Elle fait du contemporain, elle fait du classique, peut-être qu'elle fait autre chose, je sais pas. Et sa meilleure amie, jusque-là, ne faisait pas de danse classique. Et là, elle décide qu'elle va aller à un cours de danse classique avec Zouk. Zouk est pas très... En fait, elle est pas très contente que sa meilleure amie vienne parce que la danse classique, du coup, c'était son seul moment à elle toute seule, où elle pouvait briller elle toute seule parce que sa meilleure amie était pas là, alors que dès que sa meilleure amie est là, bah, elle lui fait le long, vous voyez, donc c'est un peu chiant. Mais bon, bref, du coup, elles vont à ce cours-là. Et voilà, on les suit là-dedans. J'avoue que j'ai pas été beaucoup plus loin dans l'histoire parce que vraiment, on est dans la tête de Zouk et la manière dont elle s'exprime, dont elle parle, dont elle réfléchit, ça colle pas avec une ado de 16 ans, je suis désolée, mais pour moi ça colle pas. Vraiment, en fait j'ai l'impression que l'auteur a écrit ce livre de la même manière que ses livres jeunesse, qu'il a construit les personnages de la même manière et qu'il fait s'exprimer et réfléchir les personnages de la même manière que dans un livre jeunesse. Sauf que bah du coup, entre un enfant de 10-11 ans et une ado de 16 ans, c'est pas censé être la même chose, ça marche pas. Genre vraiment, ça marche pas. Il y a un truc qui coince au niveau des personnages pour moi. Du coup j'ai abandonné le bouquin. Ensuite, j'ai lu L'écrivain abominable de Anne-Gaëlle Balp et franchement, c'était trop cool. En gros, on suit Manolo, un jeune garçon, il doit avoir, je sais pas, peut-être 9-10 ans. Ses parents sont dans un cirque itinérant, du coup, il a jamais été dans une école conventionnelle parce qu'il va à l'école du cirque, tu vois.
Sauf que là, le cirque s'est posé dans une ville pour quelques temps, un peu plus que d'habitude, je sais pas trop. Et surtout, le prof qui leur fait cours à sa sœur, à lui et à son cousin est malade. Du coup, les parents les ont inscrits dans l'école du village, de la petite ville, je sais pas trop combien il y a d'habitants. Il n'est pas habitué du tout à être avec des enfants de son âge, il n'est pas du tout habitué à devoir rester assis dans une classe toute une journée, à écouter la prof. C'est pas un truc auquel il a été habitué. Et du coup, il a pas envie d'y aller, en fait, ça le fait chier d'aller à l'école, tu vois. Lui, ce qu'il veut, c'est s'occuper de son otari ou phoque. Je sais plus, c'est con parce qu'il y a toute une réflexion sur la différence entre les otaries et les phoques. Mais bref, il veut s'occuper de son animal de cirque, s'entraîner avec lui, jouer avec lui. Enfin, c'est un enfant, tu vois, il a pas envie d'aller à l'école. Voilà. Et à l'école, il y a donc un écrivain qui va venir pour rencontrer les enfants, et les enfants lui posent des questions. Sauf que Manolo est le seul à se rendre compte que cet écrivain est assez bizarre et que ça va partir en sucette si personne ne fait rien. Mais tous les autres élèves et les deux institutrices de l'école ne se rendent compte d'absolument rien. Pardon pour le petit bruitage. Et Manolo va essayer de déjouer les plans de l'écrivain bizarre, voire méchant. J'ai adoré, vraiment c'était hyper cool. Ça m'a énormément rappelé les univers que crée Roald Dahl, enfin qu'a créé Roald Dahl, puisque... Bref, vraiment ça m'a rappelé ça. Et on cite des livres de littérature jeunesse, puisque l'auteur a écrit un bouquin, et donc du coup il y a toute une réflexion sur les enfants qui lisent, les enfants qui lisent pas. Manolo aime pas lire, et l'intello de la classe aime lire. Mais en général c'est un truc qui m'agace dans les bouquins, parce que quand on parle d'intello qui aime lire, on te cite des grands classiques, tu vois. Là, on cite des classiques, à mon sens, mais on te parle de Roald Dahl. Tu vois, on cite Charlie et la chocolaterie, on cite... C'est cool, vraiment, c'est de leur âge de lire ça. Tu vas pas lire Orgueil et Préjugés à 9 piges, arrête de te foutre de ma gueule. Enfin, vous voyez, ça m'agace en fait en littérature, quand on te dit, t'es un télo, t'aimes lire, tu lis des grands classiques et tu ne lis que ça et tu kiffes. Ça me saoule. Vraiment, c'est un truc qui me fatigue. Et là, le classique cité, c'est Roald Dahl. J'ai trouvé ça génial. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. Surtout que c'est un livre pour enfants. Hein. Je sais pas à partir de quel âge tu peux lire ça, mais genre... ouais, 7-8 ans. Peut-être pas forcément tout seul, parce que c'est quand même assez long, mais ouais, 7-8 ans, assez facilement. Et du coup, si c'est un des premiers bouquins que tu lis et que t'as jamais lu de Roald Dahl, bah, ça peut te faire découvrir Roald Dahl et te donner envie. J'ai trouvé ça génial. Te donner envie de lire Roald Dahl. J'adore Roald Dahl. J'ai trouvé ça vraiment cool. Je m'attendais pas à ce que ça parte en fantastique, parce que ça part en fantastique un peu comme dans Roald Dahl. Vous voyez, on part d'un univers classique, comme dans Charlie et la chocolaterie par exemple, tu vois, et puis on découvre la chocolaterie, un univers complètement merveilleux et fantastique, au sens strict du terme. Et bien là, c'est le cas en fait. Et j'ai adoré. Vraiment, j'ai trouvé ça trop cool. Vraiment, en plus, il y a une petite enquête, une petite carte, un petit mystère à résoudre. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça trop cool. On change totalement de genre puisque j'ai lu Le Prince des Ténèbres, le tome 1, La mort dans l'âme de Janine Frost, donc qui est de la Beat Lit adulte. Il n'y a pas énormément de scènes de sexe dans cette Beat Lit là. Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas énormément, franchement. En tout cas, c'est pas détaillé à l'extrême. Voyez. Bref, et c'est bizarre parce que je l'ai dit en vlog, j'ai commencé ce bouquin en ayant en tête que ça allait être écrit comme du Alexandra Ivy. Dans Alexandra Ivy, en tout cas dans les livres que j'ai lu toute la saga des Gardiens de l'Éternité, j'ai lu la trilogie des Dragons de l'Éternité, et j'ai lu le tome 1 des Sentinelles. À chaque fois, dans chacun de ces livres-là, c'est pas les mêmes univers à chaque fois exactement, mais à chaque fois, on a un personnage féminin, un petit peu en détresse, elle a été kidnappée, elle a été enlevée, elle a été traumatisée, enfin bref, tu vois, elle a des bails, la meuf est traumatisée, quoi. Et il y a le symbole du chevalier sur son destrier qui débarque pour l'aider, pour la sauver, la secourir, machin, bidule et tout. Le chevalier en question, c'est pas vraiment un chevalier, c'est un vampire, un garou, un métamorphe, enfin une créature surnaturelle de ce type-là, tu vois. Et à chaque fois, ça ne loupe jamais, je le dis à chaque fois, mais j'adore ce principe-là. À chaque fois, la demoiselle en détresse, il y a des fois, elle est enfermée dans une cage à moitié nue, tu vois, quand le mec il débarque pour la sauver, mais à chaque fois, elle lui dit « Casse-toi, j'ai pas besoin de ton aide en fait. D'où j'ai besoin d'un homme pour me sauver. Dégage !» Voilà. Ça, c'est le pitch de départ, à peu de choses près, de quasiment tous les Alexandra Ivy. Ça peut être un peu répétitif comme ça, mais moi j'adore Alexandra Ivy. Bref.
Et dans la seule saga que j'avais lue de Janine Frost, c'est Chasseuse de la nuit, où là c'est pas du tout, mais alors pas du tout le cas. On est avec Kat dans Chasseuse de la nuit, qui est donc chasseuse de vampires, et qui n'est... Elle a pas besoin d'être sauvée, tu vois, elle a pas besoin d'un chevalier servant, genre casse-toi, enfin non, elle se démerde très bien toute seule, elle bute les vampires, et le pitch de Chasseuse de la nuit c'est qu'elle essaye de tuer un vampire, sauf que pas de bol, le gars est hyper fort, elle arrive pas à le tuer, et ça va être comment dire, notre suspense amoureux de la saga, sachant que dans les Alexandra Ivy, on a une histoire par tome, Chasseuse de la nuit, c'est en 6 tomes il me semble, et c'est le même couple, la même histoire du début à la fin des 6 tomes. Et donc en fait, vu que c'est Janine Frost, j'aurais dû m'attendre à peu près la même construction que dans Chasseuse de la nuit, et pas du tout la même construction qu'Alexandra Ivy. Enfin je veux dire, vous voyez bien, c'est différent. Mais je sais pas pourquoi, j'ai commencé ce livre en tête en me disant, ça va être comme Alexandra Ivy. Et bah, me demandez pas par quel mystère, mais c'est le cas. Ici on suit Leila, qui a un pouvoir. En gros, elle a eu un accident électrique un peu bizarre quand elle était jeune ado, 12-13 ans, je dirais. Et depuis, quand elle touche les gens, elle les électrocute. Voilà. Alors, plus ou moins violemment, elle peut aller jusqu'à les tuer, mais pas forcément. Voilà. Du coup, elle peut pas toucher les gens, c'est pas pratique, tu vois, elle électrocute tout le monde, c'est pas pratique. Mais aussi, quand elle touche les gens et que donc elle les électrocute, elle voit des images, soit de leur passé, soit de leur présent, soit de leur futur. Les images sont pas tout à fait faites de la même manière pour qu'elle puisse distinguer si c'est le présent, le passé, le futur, tu vois, parce qu'elle sait pas, donc c'est la vie d'inconnu, tu vois. Et donc elle a ce pouvoir-là, et au début du livre, elle se fait enlever par plusieurs vampires. On ne sait pas trop pour quelle raison. Et il y a un autre vampire qu'elle va contacter sans... En fait, elle va contacter ce vampire-là à la demande de ses ravisseurs, en mode, bah, si elle ne le contacte pas, il la bute. Voilà. Et ce vampire-là va venir par l'aider. Va venir l'aider. Pardon, je parle pas français. Donc on est sur le type de chevalier servant, sauf que là, en fait, elle accepte sans accepter son aide, parce qu'en fait elle n'a pas vraiment le choix, tu vois, c'est soit il vient l'aider et il la sauve, soit elle reste là avec les 3 vampires qui vont lui faire on ne sait pas trop quoi, tu vois, donc c'est un peu le choix, vous voyez, un petit dilemme pas sympathique. Et donc on suit ça, j'avoue que c'est... Alors je pense que c'est le cas dans pas mal de Big Hit, mais là vraiment, ça m'a un peu dérangée. Ce côté, il est très 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 méchant, mais elle va tout excuser ce qu'il fait au fur et à mesure du bouquin parce qu'elle est amoureuse de lui. Vous voyez, c'est un peu le cas dans tous les bouquins, mais je trouve que dans les Alexandra Ivy, pour ne parler que d'elle, l'équilibre entre les personnages est mieux, en fait. C'est plus équilibré en termes de méchanceté du personnage masculin et du personnage féminin. Là, on a vraiment le cliché de elle est parfaite, elle est pure, elle est gentille, et lui, c'est un gros con, il est méchant, c'est un vampire de plus de je sais pas combien de milliers d'années, il s'en bat les couilles et il bute les gens, tu vois. Du coup, ça m'a un peu dérangé quand même. J'ai quand même terminé le bouquin et je lirai quand même la suite, parce qu'il me semble que c'est qu'une trilogie, celui-là. Mais ouais, c'était pas... Le souci, c'est que, comme je l'ai dit, c'est construit de la même manière que les Alexandra Ivy, mais les Alexandra Ivy, ils sont là. Enfin, genre, vraiment, je les aime tellement que tu peux pas faire mieux que les Gardiens de l'Éternité. Pour moi, c'est pas possible. Donc, la comparaison est rude. Et là, ça marche pas trop. Je l'ai quand même terminé. Franchement, c'était assez cool, assez sympa. Après, on a quand même un personnage féminin qui se laisse pas non plus faire à 100% et qui n'accepte pas tout, qui ferme pas les yeux sur toutes les cruautés qu'il peut faire, hein, en mode balèque, tu vois. Elle essaye quand même de lui dire t'es pas obligé d'écorcher les gens juste parce que t'es de mauvaise humeur, quoi, tu vois. Enfin, genre, voilà. Mais aussi, ce qui m'aide pas, et c'est alors que c'est le cas dans Alexandra Ivy, ce qui aide pas, c'est qu'on n'est pas du tout dans la tête du personnage masculin, on est que dans sa tête à elle. Du coup, ça n'aide pas. En fait, ça n'aide pas à comprendre le personnage masculin, ça n'aide pas à savoir ce qu'il pense, ce qu'il dit, est-ce qu'il se remet en question. T'as pas tout ça, puisque t'es pas dans sa tête à lui. C'est dommage, mais j'ai quand même bien aimé, et je lirai la suite. Pour le dernier livre de la vidéo, on repasse en jeunesse, puisque j'ai lu Les Aventuriers du très très loin, le tome 1, Fergus Bonheur de Paul Stewart et Chris Riddle. Je l'ai lu d'une traite, enfin je l'ai lu sur une seule et même journée. Ça a été un peu rude de... Enfin, j'ai pas l'habitude de lire un bouquin entier du début à la fin sur une journée, même s'il est très court, même si c'est de la jeunesse, même si ça se lit vite, même s'il y a des illustrations et tout, tu vois.
Ça a été un peu rude de, entre guillemets, m'obliger à le lire sur une journée, mais j'ai réussi. Et en vrai c'était cool. En gros, on suit donc Fergus Bonheur qui va dans une école sur un bateau. Il n'y a que 5 élèves dans cette école. C'est une école qui a ouvert il y a très très récemment et qui est gratuite. C'est la seule raison pour laquelle il va à cette école-là, parce que sa mère n'a pas les moyens de lui payer une des deux autres écoles de la ville, qui sont, elles, payantes. Il vit seul avec sa mère. Son père est parti en expédition il y a des mois ou des années, je sais pas, et il est jamais revenu. Du coup, ils se débrouillent tous les deux. Sa mère est très cool d'ailleurs. Bref, donc voilà, il suit ça. Et tous les soirs, il reçoit la visite d'un espèce d'oiseau mécanique. C'est pas un oiseau vivant, c'est un oiseau en métal. Il a vraiment des ailes et tout, mais c'est en métal, bref. Et il reçoit des petits messages par ce petit oiseau. Il va découvrir qu'il y a peut-être un membre de sa famille dont il n'a pas connaissance, qui est dans les parages autour. Et en parallèle, il va découvrir que le directeur de son école n'est pas vraiment un directeur, et n'est pas vraiment gentil, et n'aime pas vraiment les enfants. Voilà, et donc du coup il va essayer d'aider ses camarades à ouvrir les yeux, à voir tout ça, et il y a toute une histoire là-dessus. Franchement c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé. C'est pas aussi bien que Apolline, l'autre saga, une autre saga de Chris Riddell dont je parle beaucoup et que j'adore, mais par exemple je préfère ça à Lilligoth. Lilligoth c'est encore une autre saga de Chris Riddell, mais j'ai préféré ça vraiment. Genre Lilligoth, je suis quasiment incapable de lire un tome sur une journée. J'ai besoin d'une pause au bout d'un moment, vous voyez. Mais lui j'ai réussi à le lire. Faudrait que je lise la suite. Bon, alors où je parle moi, on est encore en février, donc j'ai pas le droit d'acheter la suite. Mais je vais acheter la suite et je vais lire la suite. Franchement, c'était vachement bien. Pour les enfants, c'est génial. Je sais pas à partir de quel âge c'est recommandé. Mais je dirais 7-8 ans, comme l'écrivain abominable. Vraiment. Et puis les objets livres sont vraiment beaux. C'est vraiment cool. J'adore les objets livres. Mon but, c'est d'avoir toute la collection des Chris Riddell comme ça. Parce que je trouve ça trop beau. Voilà. J'ai quand même pas mal parlé et l'update est un petit peu plus long que je l'aurais voulu. Mais bon, ça arrive quand même assez souvent. Donc il va falloir que je me fasse une raison. J'espère qu'il vous a quand même plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.